On va reprendre pendant à peu près 35 minutes et ensuite je vous donnerai un temps pour des questions-réponses. Alors chez moi c'est très simple les questions-réponses. Vous posez les questions et vous répondez. Voilà. Voilà. Je voudrais voir avec vous euh, ce que j'appellerais 5 niveaux de maturité du leadership. Il y a différents genres de leadership qui sont dus dans les relations que l'on a entre leaders et gens que l'on lead, que l'on guide, que l'on conduit. Et nous avons besoin de pouvoir arriver à la maturité suprême du leadership. Et selon le niveau de maturité de leadership, la manière dont on interagit avec les gens peut être différente. Par exemple, numéro 1, c'est le niveau de maturité dû à la position. En général, c'est comme ça qu'on entre dans le leadership, en général, c'est qu'on reçoit une position. Et donc, l'influence que le leader aura sur les gens est due au titre qu'il a, à la position qu'il a dans l'organisation. Auparavant, lors du petit déjeuner, je parlais avec Félix et nous parlions justement des dénominations. Et aussi de ce qu'on a maintenant aujourd'hui, il y a un peu moins d'impact de dénomination, mais il y a tout ce qu'on appelle des relations de ministères, des réseaux de groupes, de mouvements, etc. et tout, pour que justement il n'y ait plus cette rigidité dénominationnelle. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on est par exemple dans un groupe d'églises, on a 50 églises, et qu'on fait partie d'une dénomination, souvent il y a quelqu'un qui est responsable de tel secteur, mais c'est une responsabilité qui est donnée à la personne, et il a une position, et il a aussi une autorité sur moi, même si je n'ai aucune relation avec la personne. Et donc, je dois respecter cette personne-là parce qu'elle a cette position, alors que l'idéal, quand même, c'est que dans le leadership, il n'y a pas uniquement une position, mais une vraie relation. Excellent. Et la raison pour laquelle, maintenant, de plus en plus, il y a dans le monde moins d'impact dénominationnel et plus d'impact de réseaux d'églises, de mouvements qui disent, voilà, nous on travaille ensemble, on est reliés par des relations, et c'est parce qu'on a ces relations qu'on se respecte l'un et l'autre. Et dans ces relations, ensemble, on a décidé que telle personne avait une telle position, mais ce qui nous unit à la personne, c'est moins la position que la relation qu'on a avec cette personne. Donc là, ce niveau 1 est basé sur le statut, le titre, la position, peut-être même le prestige dans l'organisation, dans l'association, dans l'église locale, etc. Et tout. Et très souvent, ça a à voir aussi avec notre manière de faire. Selon nos cultures, selon notre manière d'avoir vécu le leadership, eh bien, on a un leadership d'une manière et il y en a d'autres qui ont un leadership d'une autre manière. Moi, je suis très sicilien d'origine, et donc je sais très bien que en Sicile, mais même aussi en Italie, par exemple, le concept du capo, il duce, est un concept très fort. D'ailleurs, vous allez plus au sud en Italie, plus vous avez des grosses églises avec un capo qui décide tout. C'est vrai, hein? Et d'ailleurs, Mussolini, on l'appelait il duce, hein? Il capo, il duce, le leader, le Führer. Pourquoi? Parce qu'on recherchait l'homme, la tête pensante, celui qui pense pour le peuple, et le peuple n'a qu'à suivre. Moi, je sors d'une mentalité pareille, bien qu'en Belgique, c'était pas tellement comme ça, mais on avait quand même un leadership assez fort. J'arrive en Suisse. Le Suisse, c'est la mère des libertés et de la démocratie. Où même le peuple a tout à dire et le gouvernement n'a rien à dire. Le gouvernement veut acheter un nouvel avion militaire, on doit faire un référendum pour voir si le peuple est d'accord ou pas. Pour vous dire un petit peu, alors imaginez-vous d'un contraire à l'autre. Mais ça ne veut pas dire que
un ou l'autre est mauvais. La Suisse a un très bon leadership, fonctionne très très bien. La plus grande démocratie au monde, meilleure encore qu'aux États-Unis, à mes yeux. C'est un des seuls pays au monde qui n'a pas de dette. Donc on fonctionne pas mal quand même, non? On est en guerre avec personne, au contraire, on a des bons liens d'amitié avec les mauvais comme avec les bons. Donc bon voilà, je veux dire, ça peut fonctionner. Comment? On ne refuse pas l'argent. Voilà. Alors, je ne suis pas en train maintenant d'élever la Suisse. Hein. Mais c'est vrai que si vous dites à certains chrétiens suisses que la Suisse est corrompue, vous n'êtes plus leurs amis. Hein. Ah non. Non, la Suisse est un pays chrétien fondé sur Dieu. À Dieu Tout-Puissant, d'accord. C'est marqué à Dieu Tout-Puissant qu'il n'y a pas de corruption. Hein. Moi, je dis souvent, mais ne le dites à personne. Ça, si vous, là, à la vidéo, ne le dites à personne. Je dis, la différence entre beaucoup de pays et la Suisse, c'est que les autres pays, la corruption est au-dessus de la table. En Suisse, c'est en dessous de la table. Non, je rigole. Amen. Mais donc, il faut reconnaître que aussi selon certaines cultures, eh bien, le concept du chef est très important. Donc, certains, parce qu'ils ont reçu une place de leadership, se contentent d'avoir la position la leadership numéro 1, niveau 1, celle de la position. Je suis chef, un point c'est tout. Donc, j'ai cette position, c'est mon titre, je ne dois pas changer, je ne dois pas m'améliorer, je suis le chef. Bon. Pour moi, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que dans ces situations-là, certains peuvent se sentir écrasés. Amen. Certains peuvent se sentir écrasés. Certaines personnes dans l'Église peuvent se sentir appartenir à un groupe privilégié par rapport à d'autres. Par exemple, dans certaines régions, en Afrique c'est un peu comme ça aussi, chez nous en Sicile c'est aussi comme ça, l'homme a tout à dire à la maison, l'homme a tout à dire dans l'église, etc. Et tout. Ma femme est hollandaise, c'est le contraire, c'est la femme qui a tout à dire. Par exemple, moi, on a un superbe mariage, on est marié depuis 30 ans passés, 31 ans cette année, avec la même femme. Hein. Et le même homme. Hein. Mais je dis, on est mariés depuis 31 ans, et on est un très bon mariage, excellente équipe. J'ai une confiance totale à mon épouse, elle a une confiance totale à moi. Écoutez, vous ne pouvez pas faire ce que je fais et voyager dans le monde entier si vous n'avez pas une femme qui a confiance en vous. Surtout que je voyage beaucoup tout seul. Amen. Mais elle a confiance en moi, j'ai confiance en elle, etc. Et tout. Il faut dire qu'on a développé cette confiance. Et dans le leadership, c'est très important de développer la confiance. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai demandé à Félix si quelqu'un venait me chercher à Bologne, que ce ne soit pas une femme toute seule. Au minimum 2. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et je te l'ai demandé ça, n'est-ce pas vrai? Je dis pas maintenant, je suis pas à cheval sur certaines choses, mais je dis dans une voiture, dans 35 minutes, 40 minutes, puis si on fait en plus exprès de se tromper, ça fait 1h30. Il n'y a pas eu le cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ma femme sait tout ça. Ma femme sait que je ne sors jamais avec une femme toute seule, que je ne vais jamais voir une femme toute seule. À l'église même, jamais je me rencontre tout seul avec une femme, sauf si c'est dans un bar devant la fenêtre. Que tout le monde voit que je ne suis pas seul. Amen. Ça peut arriver que j'ai une consulenza à faire, je le fais, c'est pas ça. Mais je fais très attention avec cela. Mais imaginez-vous, un jour je reçois un coup de fil. Et là, c'est une jeune fille qui me téléphone. Bonjour, je m'appelle Sandra. Je dis, je ne vous connais pas. Ah, mais moi non plus, je ne vous connais pas. Bah, pourquoi vous téléphonez? Mais j'ai envie de vous connaître. Comment ça, avoir envie de vous connaître? Et puis j'ai vu que ça venait d'une autre ville. Et moi, j'habite pas dans votre ville. Ah, mais c'est pas grave, je me déplace dans toute la Suisse. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'ai envie de coucher avec vous. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, je raccroche directement. Mais la première chose que je fais, je téléphone à ma femme. Je dis, chérie, il y a une fille qui s'appelle Sandra qui m'a téléphoné. Elle dit qu'elle veut coucher avec moi. Je lui ai dit, va te voir ailleurs. Je suis marié, je suis très bien, je m'entends très bien avec ma femme, etc. L'autre fille était complètement étonnée. Ça arrive, ça, qu'on s'entend bien avec sa femme. Je m'entends bien avec ma femme. Amen. Donc, je ne permets aucune semence dans la tête
de porter fruit. Parce que, voyez-vous, hein, si on commence à nourrir ces choses-là, il dit, ah, j'aurais dû dire oui. On aurait essayé une fois. Alors vous allez dire, un homme de Dieu peut jamais... Écoutez, malheureusement, même les hommes de Dieu peuvent tomber. Amen. Hein? Et puis je dis, ah mais non, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas faire ça. Et puis je commence à renourrir. De toute façon, maintenant c'est devenu un secret parce que ma femme ne le sait pas. Une autre commence à téléphoner la même chose, puis une autre, et un jour ou l'autre, hein, on se retrouve au lit. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas protégé. Donc c'est important que je me protège. Mais ma vie de couple n'a pas été facile dès le début. Hein. Ma femme est une Hollandaise, et en Hollande, c'est souvent la femme qui commande. Et c'est comme ça. Alors imaginez-vous, elle et moi. Pendant 2-3 ans, on a dû travailler dur. Hein? Pendant 2-3 ans, on a dû travailler dur, et elle a dû céder les choses, c'est absolument, entre elle et moi. La Bible dit quand même que l'homme est le chef de famille. Hein? Vous êtes d'accord avec ça, hein? Mais, de nouveau, un chef de famille qui ne veille pas par sa position, mais on va voir un petit peu les autres niveaux de leadership. Parce que c'est trop facile de dire... vous savez, Jean Gabin avait dit à Michel Morgan dans cette superbe film dans les années 50, « Sois belle et tais-toi. » Un petit peu comme le mouvement en France avait écrit « Ni ni soumise. Hein, vous avez compris, hein? On n'est ni l'un ni l'autre. Le sois belle et tais-toi ne devrait pas se faire dans le couple, je pense. Hein? Dans le couple, on est un. Amen. Ma femme et moi, on est unis. Je prends toutes mes décisions avec ma femme. Mais j'ai aucune peur de perdre mon leadership. J'ai remarqué avec ma femme, alors je pense que c'est comme ça avec la plupart des femmes parce que je parle avec beaucoup de couples et tout, c'est que ma femme n'est pas ointe pour prendre des décisions, elle est ointe pour me suivre. Amen. Si elle doit prendre une décision quand on n'arrive pas à trouver une décision ensemble, je parle de ce moment-là, on prend toutes nos décisions ensemble, mais ça peut arriver que pour une décision, elle n'arrive pas, elle n'a pas la paix, etc. et tout. Je dois prendre la décision finale, c'est ça le sacrificateur. Mais si elle devait prendre, je lui dis, alors prends la décision toi-même, eh bien, imaginez-vous qu'elle prend une décision qui soit la mauvaise. Eh bien, elle n'aura pas l'onction pour supporter les conséquences d'une mauvaise décision. Par contre, si c'est moi qui prends la décision et que c'est une mauvaise décision, elle aura l'onction de me soutenir même dans ma mauvaise décision et de m'aider à m'en sortir. Vous voyez comment c'est important. Amen. Alors, c'est pas qu'elle ne peut pas prendre la décision toute seule, mais c'est que je la placerai dans une situation qui n'est pas sa position naturelle. Amen. Et donc, elle n'a pas l'onction naturelle. Mais c'est pas parce que je suis l'homme qu'elle doit m'obéir. Un jour, un homme vient chez moi et il dit, pasteur, tu dois parler à ma femme. Ah oui, pourquoi? Elle ne m'obéit jamais. Elle dit, maman, ma femme ne m'obéit jamais. C'est pas vrai, elle fait tout ce que tu le dis. Mais ce n'est pas de l'obéissance, c'est de l'amour. C'est parce qu'elle m'aime et surtout parce que je l'aime. Hello? Je la respecte, je l'élève, je la diminue jamais. Hello? Ma femme, quand vous la voyez avec moi, c'est mon alter ego, c'est mon vis-à-vis. Elle n'est pas inférieure à moi. Quand elle marche dans la rue, elle ne marche pas 50 mètres devant moi pour que je puisse l'observer. Hein. Non, moi je ne suis pas musulman. Moi, quand ma femme marche, elle marche à côté de moi. Amen. C'est mon vis-à-vis. Amen. Et c'est pour ça qu'on prend nos décisions ensemble. Ils ont dit Amen. Mais ils ne sont pas mariés, donc ils ne comprennent pas tout ça. Je rigole. Et puis de toute manière, rappelons tout, de toute façon, dans le couple, c'est ce qui fonctionne. Il y a des épouses qui sont heureuses d'avoir un mari qui les sait tout. Alléluia. Je dois me casser la tête. Je dois casser le livre. Elle me dit non, c'est pas moi ça. Non, je comprends, c'est peut-être pas vous. Mais il y a des épouses qui sont vraiment heureuses. Tout comme il y a des épouses qui sont heureuses de mettre la burqa.
Pas toutes, mais il y en a qui sont heureuses. Je ne parle pas des chrétiens ici, hein, mais il y a des hommes, des femmes qui sont heureuses de suivre. Elles ne se posent pas de questions, elles suivent et tout. Moi je crois que la Bible me dit, femmes, soyez soumises à votre mari, mais avant tout, il est dit, et mari, aimez vos femmes. Hein? Et la soumission, elle est beaucoup plus simple quand le mari aime. Et l'amour du mari est beaucoup plus simple quand la femme est soumise. C'est un cercle, je ne dis pas vicieux, mais un cercle qui tourne quand même. Hein? Amen. Amen. Hein? Et alors, moi, je disais toujours à ma femme, chérie, je veux t'aimer, mais aide-moi à t'aimer. Et elle répond, mais moi je veux être soumise, mais aide-moi à être soumise. Rends la vie plus facile. Alors on a passé 2-3 années où on a dû voir qui était finalement le responsable final, hein, mais ça a été... Ah ben je suis le chef de famille. Mais attention. C'est comme une entreprise. Moi je suis le président, directeur général de l'entreprise, mais ma femme, c'est le directeur exécutif. Elle n'est pas le vice. Elle est la directrice exécutive. Hello. Amen. C'est un petit peu comme dans la cuisine. Hein. Je peux être le chef de famille, mais dans la cuisine, c'est la patronne, c'est elle. Hein. Hello. Bien que chez moi, comme je cuisine très bien, je suis aussi le patron de la cuisine. On cuisine très très bien tous les autres. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans le couple, si l'amour ne prévaut pas, tous nos styles et tous nos niveaux de leadership ne fonctionneront jamais. Il faut qu'il y ait de l'amour. Amen. Et on va voir ça tout à l'heure, comme on l'a dit auparavant, le respect, même dans le mariage, ne s'impose pas, il se gagne. Le respect se gagne. C'est pour ça que je dis, une femme sera beaucoup plus aisée à se soumettre à son mari si elle voit que son mari l'aime. Ça ne veut pas dire que si son mari n'aime pas, elle ne doit pas se soumettre. Amen. Mais rendons la vie plus facile à nos femmes, à nos épouses, et aimons-les de tout notre cœur. La Bible dit d'ailleurs qu'aimer la femme, ce n'est pas une exhortation, c'est un ordre. Maintenant, les femmes peuvent dire aussi voilà. Hein. Voilà. Il n'y a pas que l'homme qui doit dire voilà. C'est aussi un ordre. Et l'ordre est d'aimer la femme, écoutez, jusqu'où il va, comme Christ a aimé l'Église. Et il n'a pas hésité de donner sa vie pour elle. Amen. Et vous connaissez l'histoire de ce jeune homme qui était amoureux, qui était fiancé, et qui disait toujours à sa fiancée, qui habitait à 30 km de là, tu sais, ma chérie, moi je ferai tout pour toi. Quand je me marierai avec toi, je serai ton chevalier. D'ailleurs, tout ce que tu me demanderais, je le ferai pour toi. Et puis elle téléphone et elle dit, chérie, t'as pas envie de sortir avec moi ce soir? Dis, il pleut, j'ai pas envie d'être sous la pluie, qui dit. Allô? Hein? Non. La position, et le leadership de position est insuffisant pour insister que les gens nous suivent. Et c'est pour ça que c'est important, même dans le couple, de voir cela. C'est pas parce que vous êtes le mari que vous allez pouvoir exiger que votre femme vous suive. Elle a aussi des droits. Notre épouse a des droits. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Elle a des droits. Elle a le droit d'être aimée. Elle doit être respectée. Je donne un exemple. Un jour, un couple passe des moments difficiles et c'est l'enfer avec les enfants. Les enfants ne respectent jamais leur mère et leur... Mais ce que le mari oubliait de dire, c'est que le mari dénigrait sa femme devant ses enfants toute la journée. Tu es une bonne à rien, tu es incapable de ceci, tu ne cuisines pas bien, mais toute la journée. Alors, qu'est-ce que vous pensez quand vous faites comme ça? Vos enfants ne vont pas respecter votre femme. Amen. Aujourd'hui, j'ai vu Marie, c'est Marie à ton épouse. Je peux le dire, ce que j'ai vu. C'était le petit, hein. Il dit, Félix! Le petit est arrivé là-bas, il dit, vedi che come lui non è Félix, lui è papa! Alors, un jour, un de mes enfants est venu à la maison. C'était très bien ce qu'elle avait dit. Un jour, un de mes enfants est arrivé à la maison, et il arrive, et il commence à dire en flamand, mes enfants parlent le flamand, le hollandais, et dit, femme idiote. En hollandais, c'est stottevrouw. Espèce d'idiote. Ouh,
mais c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Je dirais ici. Qu'est-ce que tu as dit à ta maman? Toi, t'es une idiote. Tu dis, mon ami, tu demandes directement pardon à maman, et si tu ne demandes pas pardon à maman, c'est la fessée. Et plus jamais je veux que tu entends ça ici. Il a demandé pardon à maman en pleurant. Vous savez comment c'est, les enfants, etc. et tout. Mais il ne plus jamais revenir en disant que sa maman était idiote. Hello. Si nous, les maris, nous ne respectons pas ou ne faisons pas respecter nos femmes devant nos enfants, ou que nos enfants ne respectent pas leur mère, tôt ou tard, ce sera l'enfer de nouveau à la maison. La même chose dans l'équipe aussi. On se respecte les uns les autres. Si, par exemple, nous donnons à une femme une place de leadership, en tant qu'homme, nous devons aussi respecter cette place de leadership. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Surtout lorsque nous sommes entourés de bénévoles. Si, par exemple, Claire est responsable, par exemple, de la cuisine, c'est plus Gaël, c'est Claire cette fois-ci, mais si elle est responsable de la cuisine, et que je commence moi, parce que je suis responsable d'un autre groupe, etc., mais parce que je suis un homme, je commence à entrer dans une sorte de condescendance, eh bien, je la diminue devant son équipe, au lieu d'agir avec un leadership qui est correct. Il me semble que j'agis avec un leadership qui est plutôt culturel, où je reviens avec ma culture, plutôt que revenir avec la parole de Dieu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? On peut être un chef nommé en tant que tel ou un responsable statutaire, mais cela ne fait pas de nous un leader qui est reconnu. Le leader de niveau 1 doit accepter d'oublier son titre, sa position et se concentrer sur le développement de son potentiel et celui des autres. Amen. Si je m'impose par mon titre, je ne pourrai jamais aider les autres à devenir des leaders. Parce que je vais défendre mon titre, je vais défendre mon statut, je vais défendre mon prestige, et j'aurai même peur que l'un ou l'autre prenne le dessus sur moi. Ensuite, il y a un deuxième niveau de leadership, et là c'est la relation permission. Les gens vont vous suivre parce qu'ils sont d'accord, ils le veulent bien. Le leader de ce niveau 2 aime les gens et les gens l'aiment bien. Et là, il développe une certaine confiance. Des relations durables et solides se construisent. Le leadership hiérarchique, maintenant, est remplacé par des relations côte à côte. Du moi, nous allons vers le nous. Amen. Le fil conducteur, c'est le respect et la valorisation de chaque personne. Maintenant, les gens ne vont plus me suivre parce que j'ai une position. Ils vont me suivre parce qu'ils voient que je les considère, que je les respecte, que ce qu'ils disent a de l'importance. Moi, je suis sicilien, mais je parle beaucoup. J'ai parlé beaucoup depuis tout petit. Et au début de notre mariage, nous avions beaucoup de gens qui étaient à la maison, et je parlais tout le temps, et ma femme était là. Elle écoutait. Et il m'a dit plusieurs fois, Donato, c'est pas agréable. Il y a que toi qui parles. Il faut dire que je suis un homme très intelligent, donc là, je rigole là. Mais alors c'était toujours moi qui parlais. Et j'ai dû apprendre à considérer mon épouse. Et me dire, ouais, mais mon épouse n'est pas là que pour fermer sa bouche. Sois belle, tais-toi. Non. Ma femme, c'est aussi mon épouse. Elle a des choses à dire. Elle a des choses à exprimer aussi. Surtout quand on est dans le ministère, dans l'église, on a toutes des choses à exprimer et c'est important de le faire. Amen. Notons cependant que quelques inconvénients dans ce niveau 2. Il peut arriver, parce que justement il y a ce respect, que le leader semble trop doux aux yeux de certaines personnes. Il se laisse faire. Quelquefois on se laisse faire. Mais se laisser faire peut être aussi une sorte de bataille de retraite. Comme les Indiens. Vous vous rappelez, les Indiens, ils allaient en arrière et puis ils revenaient. Aujourd'hui, on peut presque dire, on va dire ça comme ça, je ne parle pas de politique ici, mais de M. Trump. Trump, c'est un grand négociateur et c'est comme ça qu'il fait. Il attaque et puis il revient en arrière. Par exemple, il fait sa fameuse Obamacare qu'il a essayé d'enlever. Tout le monde dit qu'il a raté, c'est le plus grand échec. On ne calcule pas un échec sur 100 jours.
Un échec d'une présidence américaine, c'est sur 4 ans. Amen. Hein? On ne le réélit pas après 100 jours, on le réélit après 4 ans. Mais vous pouvez être certain que quand il a fait ça, son objectif était de perdre. Parce qu'il avait d'autres objectifs pour arriver à sa réforme de la santé. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en place parce que justement, il a fait son travail comme il le voulait. Tout est calculé chez lui. Et vous allez voir que dans les mois qui viennent, ils vont réussir. D'ici 1 an, ils vont réussir leurs choses et ça sera beaucoup mieux que tout le monde aurait pu imaginer. Pourquoi ? Parce qu'il a appris à battre à retraite et puis aller d'avant. C'est pas parce qu'on est doux, on est respectueux, voilà, qu'on est des mous. On peut être respectueux et tout en étant des hommes et des femmes d'autorité. Le leader peut aussi être frustré par le temps nécessaire pour construire, alors que la performance est l'un des points forts de ce leader. Surtout quand on reprend un leadership. Par exemple, quelqu'un reprend une église. Moi, mon pasteur m'a toujours dit en théologie pastorale, moi j'ai fait l'école biblique à 35 ans, il m'a toujours dit, on ne reprend pas une église par les cornes, comme on reprend le taureau par les cornes. Ça veut dire qu'on ne change pas, on ne force pas les changements. On y va calme, calme. Vous savez, je suis le responsable de la pastorale du Tessin, de toute la Suisse italienne. Et donc, je parle régulièrement avec les pasteurs et j'essaie de les aider aussi en les donnant des conseils. Et un jeune pasteur maintenant, qui depuis 6 ans travaille pour devenir pasteur de cette église-là, était prêt à tout abandonner parce que l'église n'est pas tout à fait d'accord de le reprendre parce qu'il n'est pas d'accord avec certaines choses dans l'église et il veut faire ceci, cela. Je dis, calme-toi. Quand tu reprends l'église, il ne faut pas venir changer tout du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont donné leur vie à cette église pendant les 20 dernières années ou 30 dernières années. Tu dois être avec eux. Alors, quand on reprend l'église, on n'impose pas sa vision. On vient travailler avec la vision qu'il y a déjà. Et petit à petit, on construit une confiance, on construit une stabilité, et ensuite, petit à petit, on essaie de conduire les gens vers la même vision que nous on a pour les conduire là où on veut aller. Amen. Mais on ne prend pas le taureau par les cornes. Par exemple, Gaëlle était responsable de la cuisine, et puis Clara, elle n'a jamais aimé comment elle était gérée cette cuisine, c'était toujours ceci, toujours cela, et puis du jour au lendemain, elle vient, alors, on change tout. Vous allez faire des ennemis au lieu d'amis. Alors, les gens vont plus vous respecter, ils vont dire, voilà, c'est la position. Mais dans le leadership, ce n'est pas une question de position. Ce n'est pas une question, je vais là et vous me suivez. Le leadership, c'est on va ensemble dans cette direction. Amen. La troisième niveau de leadership que l'on peut voir, c'est le leadership des résultats. Les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait dans l'organisation. Ils disent, ça fait 10 ans qu'il est fidèle, il est engagé, il est loyal, il a toujours montré des résultats. Chaque fois qu'on lui a demandé de faire quelque chose, il venait Narcisse, on lui a dit 100 fois, viens un jour à l'avance pour mettre la technique. Eh bien, il a toujours mis la technique, il a toujours été fidèle, il a toujours été loyal. Chaque fois qu'on a eu la réunion, on a toujours pu commencer à temps, on a pu compter sur lui. Eh bien, parce qu'il a fait ça, on va lui mettre en position de leadership, par exemple. Hein? Donc, ce niveau est axé sur des résultats. L'influence du leader, alors, est grandissante, mais aussi sa crédibilité. J'ai quelqu'un dans mon église qui m'a convoqué, enfin qui m'a demandé à me voir. Je dis, moi je te vois, c'est une femme, donc avec son mari, pas toute seule. Elle dit, oh pasteur, moi je vois tellement de choses pour les jeunes, pour l'église des enfants, pour les agapes, etc. Je dis, attends. Mais ça fait 5 ans que tu ne fais rien dans l'église. Tout d'un coup, tu crois que tu vas pouvoir gérer toute l'église? Je dis, pour les agapes, mais à chaque fois que tu viens à l'agape, tu ne prépares rien. Tu manges toujours aux dépens sur le dos des autres. Alors, et tu penses que tu vas pouvoir gérer les agapes? Dis, calme-toi et regagne de la crédibilité. Tu ne gagnes pas de crédibilité. Je ne peux même pas te donner une position. Si tu n'es pas crédible dans les petites choses, la Bible dit, on ne te confiera pas des grandes choses. Hein? On est d'accord avec ça? Amen. À ce niveau-là, les leaders sont vraiment des agents de changement.
ils apportent des résultats et ça apporte des changements. Disons que jusqu'à présent, il y a eu toujours des retards à la cuisine. Gaël, mon pauvre Gaël. Je suis en train de l'écraser maintenant. Mais à chaque fois, on devait manger à 1h30, mais avec Gaël, on n'a jamais mangé avant 2h15. Amen. Et de temps en temps, Clara disait, mais est-ce que je peux t'aider? Et puis, grâce à Clara, à 1h30, c'était toujours prêt. Et un jour, on discute avec Gaël, c'est vrai, du coup, Gaël, tu sais, peut-être que c'est pas ta place, peut-être que tu n'arrives pas à te faire suivre par tes gens. Est-ce que tu serais d'accord? Est-ce qu'on serait d'accord que pour maintenant, on demande à Clara de reprendre ta place peut-être pendant 1 année? Puis Clara prend sa place et blanche, toujours on mange à 1h30, même à 1h20 déjà dit à table. On sent l'odeur déjà, etc. Et tout, elle est prête. Elle est un agent de changement. Pourquoi? Elle a montré dans les petites choses qu'elle a des résultats. Depuis lors, maintenant, on peut manger à temps, on peut finir à temps et on peut reprendre la réunion à temps. Amen. Hein? Et donc, les gens de changement, les agents de changement prennent des décisions difficiles et font la différence. Amen. Le leadership de production de résultats amène clarté et réalisme dans la vision car les fruits sont là. Si Clara maintenant dit, tu sais, moi je pense qu'on peut faire ceci, même dans une autre chose, elle se propose, mais je sais, parce que Clara a toujours été à temps, mais je sais qu'elle va faire le travail bien aussi. Amen. Hein? Ensuite, il y a le perfectionnement des individus. Les leaders de niveau 4 investissent à fond dans leurs collaborateurs. L'objectif, ce n'est pas moi, c'est nous, c'est vous. Ils investissent aussi dans des autres leaders. Ils veulent se multiplier. Ils veulent se dupliquer. Ils se disent, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Maintenant, on retourne avec l'histoire de Gaël et de Clara. Certes, Gaël n'était pas toujours à l'heure, mais Gaël a demandé à pouvoir avoir un autre leadership. Elle a décidé, maintenant, elle va s'occuper du département du protocole pour les invités, par exemple. Et il dit, voilà, moi j'ai toujours vu Clara faire du bon travail, je te propose qu'elle devienne responsable de la cuisine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dupliquée. Amen. Maintenant, je peux aussi arranger moi différemment. Je suis le pasteur de l'église, je me rends compte qu'elle fait bien son travail, mais quand même, ça pourrait être amélioré. Et je me dis, écoute, Gaël, moi j'ai quelque chose de mieux pour toi. Alors, au lieu de la baisser, je dis, mais tu ne fais rien de bon, tu es toujours en retard, Je l'aide et je lui dis, toute Gaël, moi je propose que Clara prenne la responsabilité de la cuisine et que toi tu t'occupes de la bienvenue de nos orateurs invités, tu t'arranges de gérer les hôtels, gérer la nourriture, gérer l'accueil, gérer la prise à domicile d'un hôtel, etc. Et tout, le transport, etc. Et tout. C'est un protocole tout à fait important et je te vois très qualifié pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne l'ai pas abaissé, mais je lui ai donné une promotion qui va faire en sorte qu'elle sera bénie parce qu'elle aura autre chose et peut-être sera mieux pour elle. Et la cuisine sera bénie aussi. Et aussi Clara. Amen. Hein? Donc, le leader du niveau 4 dirige à une plus grande échelle en même temps qu'il délègue ses responsabilités. Rappelez-vous, tous ceux qui ont des départements doivent apprendre à déléguer. Alors certes, pour déléguer, il faut avoir des personnes délégables qui sont de nouveau aptes. Si je dis à Narcisse, demain, il faut que tu sois là à 8 heures pour qu'on fasse les preuves, les répétitions du son. Et il arrive à 9h45, je dis, Narcisse, tu peux oublier, j'ai déjà demandé à quelqu'un d'autre. Hein. Hello? Je t'ai demandé d'être à 8h, pas 9h45. Entre-temps, j'ai téléphoné à l'autre, je dis, hop, là, viens. Et l'autre, il est venu directement. Il ne demande pas mieux, lui. Il veut servir. Amen. Hein? Mais donc, on délègue, et c'est en déléguant qu'on découvre des nouveaux leaders. Et à la fin, tout le monde y gagne. Certes, pour arriver à ce niveau 4, il faut qu'il y ait une maturité et une certaine compétence. Le leader principal du département pourrait se sentir menacé par les compétences des autres.
parce que maintenant on leur donne plus de responsabilités, et donc il y a des gens qui vont montrer qu'ils ont plus de compétences que ce qu'ils ont toujours vu. Hein. Mais cela peut être observé à tous les niveaux d'ailleurs. Hein. Et le leader n'a pas adopté une mentalité à long terme dans le management de l'équipe. On gère dans l'urgence et pas à long terme. Et on doit gérer à long terme. On doit se dire, je ne suis pas là à vie. Et on doit surtout se dire, personne est irremplaçable. Amen. D'accord. Et finalement, on arrive au pinacle, au dernier niveau de maturité dans le leadership, c'est celui dont je parlais auparavant, du respect. Les gens suivent ce leader pour ce qu'il est et pour ce qu'il représente. À ce niveau, le leader principal perfectionne les collaborateurs pour en faire des leaders de niveau 4. L'objectif de ce leader-là, c'est ne pas avoir des gens qui vous suivent, mais des gens qui vous épaulent pour devenir des leaders au minimum du niveau 4. Amen. Des gens qui arrivent à des résultats. Donc, il crée des opportunités en vue de léguer un héritage derrière lui. Je peux poser une question? Ouais. Mais parfois, il arrive que la leadership, c'est un peu... C'est-à-dire qu'il arrive que tu as des gens aussi compétents, autant compétents, et là, c'est un peu difficile pour déléguer des responsabilités. On a parlé tout à l'heure de Clara et de Claire et de Gaël. S'il arrivait que Gaël soit aussi compétent que Claire, et pour une position, je ne sais pas, il y a une troisième, je ne sais pas, peut-être Narcisse aussi qui était responsable, il est là, et que tu as devant toi Gaël et Clara et Gaël qui sont compétents. Qu'est-ce que vous ferez? Il y a deux qui sont compétents, un qui est un tout petit peu lent, et vous les déléguez. À qui vous allez déléguer la responsabilité? Oui, alors c'est un autre travail là, vous avez raison. Tout d'abord... C'est la première question. Deuxième question. Moi, ce que je propose, laisse-moi terminer ça. D'accord. Et ensuite, on va passer dans les questions-réponses. D'accord, hein? Mais on répondra. Hein? Encore 3 minutes et on a nos questions-réponses. Donc, on crée des opportunités en vue de laisser un héritage, de léguer un héritage de leadership derrière nous, conduire les gens à un niveau plus supérieur. On peut avoir dans notre département, je peux être par exemple responsable des enfants et avoir des personnes en dessous de moi qui sont plus compétentes que moi. C'est pas un problème ça. Moi, j'ai pas peur de ma position, parce que je suis pas là pour position. Moi, je suis là pour des résultats, ou bien je suis au niveau 5, je suis là pour reproduire. Les gens me respectent pas parce que un est moins compétent que moi, ils me respectent parce que je suis le responsable que Dieu a placé, et même s'ils ont des compétences plus grandes que moi, eh bien, ils me respectent quand même, mais moi aussi je me laisse respecter. Je tiens en considération leurs compétences, j'ose demander, et j'ai aucune peur que leurs compétences puissent me voler ma position. C'est le problème qu'on a eu en Italie il y a quelques années avec un serviteur de Dieu qui avait une énorme église et qui était dans un mouvement et dont le chef du mouvement avait une église 10 fois plus petite que la sienne. Et un jour, il va lui dire au chef du mouvement, il dit, mais c'est pas toi qui devrais être le chef, c'est moi, mon église est plus grande. Hello, c'est qu'on est arrivé. C'est pas la grandeur de l'église qui fait de toi le responsable d'un mouvement. Les gens te respectent parce qu'ils savent qui tu es. Ils savent que tu as eu ces 4-5 niveaux de leadership, etc. Et tout. Vous savez, un jour, Rodin est dans son atelier et il y avait une 50aine d'élèves. Et il en met tous dans l'atelier. Et un jour, vers 4h du matin ou 3h du matin, il réveille tout le monde. Il dit, venez voir, venez voir. Et il avait fait une superbe statue de Balzac qui est toujours au Louvre maintenant. Et il réveille un, et un arrive et dit, oh, quel beau, oh, les mains, c'est extraordinaire. Et puis, il a réveillé un autre, et l'autre revient et dit, oh, les mains sont extraordinaires. Et puis finalement, tout le monde n'a fait que parler des mains de Balzac. Rodin est devenu furieux. Il a pris une hache, et il a détruit les mains de la statue de Balzac. Et les gens disent, mais comment, c'était majestueux. Il dit, c'était ça le problème.
les mains étaient devenues plus grandes que le tout. Amen. Et donc, alors que la statue est un chef-d'œuvre tel qu'il est, mais les mains étaient plus importantes que les choses. Alors on ne doit jamais arriver là. C'est pas parce que quelqu'un est compétent qu'il doit penser être les mains d'une statue qui est trop belle. Parce que si toute l'action est sur la main, ou toute l'observation est sur ce que l'autre fait, alors ça veut dire que l'autre ne fait pas son travail de membre d'une équipe. Quand on est membre d'une équipe, c'est pas moi qui compte, c'est pas un des membres de l'équipe qui compte, c'est l'équipe entière qui compte. Amen. D'ailleurs, c'est la grande différence entre travailler en équipe et travailler avec une équipe. Il y a des serviteurs de Dieu, ils sont spécialistes pour travailler avec une équipe, mais ils sont incapables de travailler en équipe. Par exemple, je peux être pasteur, je peux être évangéliste, avoir toute une équipe avec moi. Je travaille avec mon équipe, elle fait tout ce que je demande. Mais je peux aussi décider, non, moi je vais travailler en équipe. Ça veut dire que j'ai toute une équipe avec moi toujours, mais l'équipe fait partie du travail et du ministère. Donc je travaille avec un. Si quelqu'un me dit dans l'équipe, me dit, tu sais, Donato, j'ai l'impression qu'on devrait faire ça, je vais prendre en considération ce que la personne me dit. Je ne dis pas, tais-toi, sois belle et tais-toi, ou sois beau et tais-toi. On travaille en équipe et pas avec une équipe. Amen. Le but, c'est un leader reconnu et respecté. Le but le plus élevé du leadership est de développer des leaders, non de gagner des gens qui vous suivent et qui font le travail. Amen. Au niveau 5, c'est le désir du leader d'être surpassé plutôt qu'être indispensable. Mon objectif, c'est qu'à la fin, quelqu'un, je peux dire, waouh, lui, il peut prendre ma place sans aucun problème. Amen. Il voit les leaders potentiels tels qu'ils peuvent être et non tels qu'ils sont. Et il est prêt à abandonner ses responsabilités, même dans l'organisation, si c'est mieux pour l'équipe. Ça veut dire, de nouveau, si Gaël fait la cuisine, et elle se rend compte que Clara, qui est dans la cuisine, vraiment a des capacités de gestion, de conduction, de direction de la cuisine, et finalement, chaque fois que je la délègue, qu'elle délègue, même pendant une demi-heure, elle fait plus en une demi-heure que moi je fais en 4 heures, hein, par exemple. Et un jour, Gaël se dit, waouh, Clara a vraiment monté en compétence. Elle a vraiment montré qu'elle est capable. Mais non seulement elle est capable de cuisiner, mais elle est capable de gérer, capable de faire en sorte que la sauce tomate ne brûle pas pendant qu'on fait chauffer la pâte, etc. Et tout, ça c'est important. Finalement, elle se dit, moi je crois, pour le mieux de l'équipe, je devrais donner la place à Gaël, à Clara, de devenir la responsable de l'équipe. Vous comprenez ce que je veux dire? Et n'ayez pas peur, parce que lorsque dans une équipe, vous donnez votre place, vous allez toujours trouver notre place. Amen. Amen. D'accord? Ça, c'est un petit peu les 5 niveaux de leadership qui sont importants. Et l'objectif, c'est d'arriver au dernier, pour pouvoir léguer un héritage derrière nous, aller de l'avant, et de dire, mon but, c'est pas de rester là où je suis tout le temps. Mon but, c'est de former des autres qui vont devenir comme moi et qui vont multiplier moi. Amen. Maintenant, disons que Gaël reste toujours responsable de la cuisine, mais Clara déménage, au lieu d'habiter par exemple à Milan, elle va habiter maintenant à Vérone ou à Florence. Eh bien, Gaël peut maintenant recommander Clara pour dire, écoute, Clara, pendant 3 ans, 4 ans, a servi dans la cuisine, a fait un travail extraordinaire. Ben, moi, je la recommande. Si vous avez besoin d'une cuisinière, chef cuisinière, responsable de secteur, ben, prenez-la. Elle est vraiment apte à le faire. Amen. Bien, faisons les questions maintenant, hein, d'accord? Hein? Voilà. Donc maintenant, vous posez la question par rapport à mettre quelqu'un en position de leadership ou à déléguer dans l'équipe. Je dirais que vous n'avez pas assez répondu, parce que si sous moi, j'ai des personnes aussi compétentes que moi, bien moins compétentes que moi, ou plus compétentes que toi. Ou plus compétentes que moi, il faudra, c'est-à-dire que la leadership du monde voit la chose de manière totalement différente. Ouais. Parce que, comme vous l'avez présenté, ça c'est la leadership liée absolument, de manière absolue à l'Église, c'est-à-dire à la maison de l'Église. Ça c'est la leadership du monde, soit la chose de manière très différente, et que ça ne nous intéresse pas, justement. Bien sûr. Qui n'est pas à l'ordre du jour. Oui. Donc je voudrais savoir si dans ce cas,
Et je dirais que vous avez répondu en partie. Mhm. Si c'est que tu vois des gens qui sont assez compétents, ou bien ils sont compétents, mais il faut voir s'ils ont la volonté. Il y a plusieurs choses qui vont ensemble. C'est-à-dire, quelqu'un il peut être compétent, mais il ne veut pas monter. C'est-à-dire qu'il ne veut pas. Ça ne l'intéresse pas. Ouais. Il est compétent, tu travailles dans une société, il y a des gens qui sont compétents, mais ils ne veulent pas de responsabilités. Dans mon église, j'avais parlé avec un monsieur qui est pasteur actuellement, et lui, il ne veut pas en fait. On avait nommé, c'est-à-dire le pasteur de l'église, comment on dit, moi comme pasteur, mais lui n'a jamais supporté en fait la chose parce qu'il ne voulait pas être pasteur. Ouais. Mais on a vu qu'il avait ses compétences dans l'église. Alors on ne peut pas déléguer à des gens qui ne veulent pas. Ça c'est certain. C'est-à-dire on l'a pris comme pasteur. Ouais. Mais il n'a pas voulu. Oui, c'est-à-dire il est pasteur, mais il n'a jamais supporté en fait ses responsabilités. Ouais. Alors ça, bien sûr, ce sont des éléments malheureusement qui arrivent. Hein. Mais il est totalement confortable. Lorsqu'il apporte un message, on est vraiment. Bien sûr. Il a cette notion particulière de transmettre les choses de manière assez claire de la parole. C'est-à-dire qu'il transmet assez bien, avec des exemples clairs comme c'est absolument clair. C'est-à-dire, exemple l'appui. Exactement. Oui, alors il y a de bons prédicateurs qui ne sont pas spécialement pasteurs ou qui ne veulent pas être pasteurs. Absolument. Mais en tout cas, on ne peut pas déléguer à des gens qui ne veulent pas être délégués. Ça fait partie du respect aussi. Si par exemple, moi je dis à Clara, tu sais Clara, je te veux vraiment dans la louange, etc., prendre la responsabilité de la louange parce qu'elle a toutes les capacités et les aptitudes à le faire, et même l'aptitude du cœur, parce qu'un louangeur, c'est pas quelqu'un qui est simplement un bon musicien, c'est quelqu'un qui sait louer Dieu. Et puis elle dit, ah non, c'est pas pour moi, etc. Et tout. Si j'insiste tout le temps, je vais perdre le respect d'elle. Mais si je lui dis, écoute, il n'y a aucun problème, je respecte. Et de temps en temps, je peux en parler, ou mais elle voit que je ne suis pas là toutes les 5 minutes, etc. Et tout. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que je la respecte. Et tôt ou tard, même mon respect vis-à-vis de elle va la gagner à ma cause. Un jour, elle peut se dire, pasteur, je crois que c'est le moment pour que je vienne. Pourquoi? Parce que je l'ai respecté. Combien de fois les gens m'ont dit, quand j'ai dit non, tu ne m'as pas accusé ou mal vu, etc. et tout, bien, grâce à ça, maintenant je veux le faire. Amen. Quelqu'un d'autre a des questions? Quelles qu'elles soient les questions. Oui, Clara? Oui, alors j'avais une question justement au niveau de... Moi je suis leader et je vois un potentiel dans mon équipe. Okay? Je vois quelqu'un qui a le potentiel, mais la personne a juste le potentiel, les aptitudes naturelles. Mais caractériellement, ça ne le fait pas. Oui. Okay? Comment est-ce que je me comporte dans ce cas-là? C'est-à-dire que la personne, je ne sais pas, parle mal, pas, mais elle a les capacités de, je ne sais pas, elle sait bien faire la cuisine, elle sait bien, mais quand elle parle à quelqu'un, voilà. Ouais. Comment est-ce que je gère ça, sachant que je vois que c'est une personne qui pourrait être ma relève après en tant que leader de la cuisine. Okay. Je sais que dans 2-3 ans, je ne pourrai plus continuer à avoir cette charge-là parce que la famille et les enfants, peut-être un déménagement en vue, etc. Mais je vois une personne et voilà, comment est-ce que je me comporte dans ce cas-là? Je me rends compte que la personne, les gens viennent se plaindre chez moi pour me dire que elle parle mal, elle hausse le ton, comment est-ce que il est un fait que quelqu'un à qui on veut donner une certaine position de leadership ou fonction, chez nous on n'a pas de position, on n'a que des fonctions dans mon église. Ça veut dire qu'on donne une position de leadership à quelqu'un qui déjà œuvre. De nouveau, si Clara, on voudrait qu'elle fasse la cuisine, mais elle n'a jamais fait la cuisine, n'a jamais aidé dans la cuisine, je ne pense pas que je lui donnerais là. Mais si elle fait déjà pris en main, dit moi, la prochaine retire, c'est moi qui vais cuisiner, etc. et tout, petit à petit, elle prend ses responsabilités elle-même. C'est plus facile pour moi de faire devenir leader de la cuisine, plutôt que de choisir quelqu'un. Alors, certes, si quelqu'un ne se comporte pas correctement, il y a un travail à faire dans le caractère.
Il faut se rappeler d'une chose. Une des raisons pour lesquelles les serviteurs de Dieu tombent, c'est parce que leurs dons les ont conduits là où leur caractère ne pouvait pas aller. Je donne un exemple. Pardon? Oui, ça peut. Oui. Je donne un exemple. Pensez, c'est plus enregistré, d'accord. Pensez à Justin Bieber. Qui c'est qui connaît Justin Bieber, le chanteur, le jeune chanteur? Hein? Vous savez que théoriquement, c'est un chrétien. C'est un chrétien canadien. Apparemment, un des pasteurs de Hillsong, c'est son pasteur, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas là à juger. Hein. Mais l'histoire de Hillsong qui a fait derrière, en fait. En plus, voilà. Bon, je ne suis pas là à juger. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, dans le sens, je ne suis pas là à juger pour dire si maintenant il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Certes, il ne se comporte pas correctement, on est d'accord. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il a 12 ans, et du jour au lendemain, il devient une star internationale. Et ses talents le conduisent là où son caractère ne peut pas le porter. Il est incapable de gérer la célébrité, incapable de gérer l'argent, incapable de gérer les filles qui courent après lui, incapable de gérer la drogue qui court après lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est qu'on ne l'a jamais aidé à former son caractère. Et il est venu à la surface beaucoup trop tôt. Mais beaucoup trop tôt. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et je ne dis pas ça pour dire du mal de ce garçon-là. Je ne vais pas le juger. Je ne sais pas, moi, ce que j'aurais fait si j'avais eu 12 ans de la même manière. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est aussi important pour nous que les gens que l'on veut placer en leadership, dans le leadership ou dans l'équipe, on les forme. Amen. Moi, j'ai la formation pour mes leaders. Nous, on a formation de disciples, de base et avancée. Et de base, c'est 1 an, avancée, c'est un autre année. On a une formation de leadership, puis on a une formation aussi de travailler en équipe. On doit former les gens. Si mes leaders ne veulent pas suivre les cours de formation, ils ne sont plus leaders. Je leur dis automatiquement. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, vous êtes leader, mais si vous ne vouliez pas venir, peut-être que vous ne devez pas être leader alors. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas. Peut-être tout ce qu'on a dit, vous le savez, c'est pas ça. Mais le leadership, ce n'est pas moi tout seul, c'est nous ensemble. Amen. On doit travailler ensemble, on doit grandir ensemble, on doit écouter les mêmes enseignements ensemble pour pouvoir aller dans la même direction ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ensuite, vous pourriez parler un jour, dire, mais vous vous rappelez quand pasteur Donato dit telle ou telle chose, vous vous rappelez, c'est filmé, c'est enregistré. Vous comprenez? C'est ça que je suis en train de dire. D'accord? On va reprendre pendant à peu près 35 minutes et ensuite je vous donnerai un temps pour des questions-réponses. Alors chez moi c'est très simple, les questions-réponses. Vous posez les questions et vous répondez. Voilà. Voilà. Je voudrais voir avec vous ce que j'appellerais 5 niveaux de maturité du leadership. Il y a différents genres de leadership qui sont dus dans les relations que l'on a entre leaders et gens que l'on lead, que l'on guide, que l'on conduit. Et nous avons besoin de pouvoir arriver à la maturité suprême du leadership. Et selon le niveau de maturité du leadership, la manière dont on interagit avec les gens peuvent être différentes. Par exemple, numéro 1, c'est le niveau de maturité dû à la position. En général, c'est comme ça qu'on entre dans le leadership. En général, c'est qu'on reçoit une position. Et donc, l'influence que le leader aura sur les gens est due au titre qu'il a. À la position qu'il a dans l'organisation. Auparavant, lors du petit